Deux petites précisions introductives en fait avant de vous présenter le cas concernant l'évolution des formes de conflits collectifs. Alors, il nous apparaît que la contestation est de moins en moins, apparaît de moins en moins sous la forme d'arrêts de travail radicaux dans les entreprises. Elles existent toujours évidemment, mais qu'il y a une forme plus développée qui alors sous forme pardon, de grève ou de débrayage, mais il y a une forme de contestation qui est de plus en plus développée et qui prend de plus en plus la forme de la manière de s'engager dans le travail, comme par exemple des grèves du zèle ou comme de l'absentéisme court, les gens se mettent en arrêt maladie, où il y a des plaintes ou une plainte individuelle ou partagée. Et puis, d'une manière générale aussi, une forme de conduite de retrait par rapport au travail, une moindre application ou une mise à distance par rapport à ça. Donc, c'est une agence régionale d'un réseau national dans le domaine de la banque assurance qui est confrontée à l'évolution des métiers vers plus de polyvalence, donc entre les activités de la banque et celles de l'assurance, qui va être un enjeu évidemment individuel et collectif pour chacun. Donc, il met en scène ce cas Floriane, qui est chargée de clientèle, qui a 28 ans, qui est embauchée depuis 2 ans et qui est issu d'un secteur bancaire concurrent et qui actuellement est en arrêt maladie depuis 1 an. Il y a également Roberta dans l'équipe qui est chargée de clientèle également, qui a 48 ans, qui est embauchée elle depuis 6 ans, qui est experte en assurance et qui au sein de l'agence fait figure en fait de référente métier en fait pour l'ensemble des membres de l'équipe. Alors, il y a une situation de conflit entre Floriane et Roberta. Floriane ayant accusé Roberta de faire le chef et elle s'est plainte de son attitude harcelante et elle a été jusqu'à écrire cette accusation sur le document de son entretien annuel d'évaluation. De son côté, Roberta se dit victime d'accusations diffamantes de Floriane et la tension est montée au point où les relations étaient tellement tendues que Floriane s'est arrêtée de travailler et l'arrêt de travail a duré de longs mois. Pendant son absence de Floriane, elle a été remplacée et l'agence a maintenu ses résultats. Pendant son absence, Floriane et la DRH du groupe ont envisagé une rupture conventionnelle, mais n'ont pas pu se mettre d'accord sur le montant, ce qui fait que Floriane se retrouve dans la situation de devoir réintégrer l'équipe à la fin de son arrêt de travail. Donc, un jour, Floriane annonce son retour en mi-temps thérapeutique et en fait, tous redoutent cette situation, le retour de Floriane. Alors évidemment Didier, le manager, qui craint que les résultats de l'équipe puissent être impactés en fait par ce retour et la déstabilisation de l'équipe. L'équipe elle-même, les collègues, redoutent de devoir reprendre la relation de travail avec Floriane, puisque avant son arrêt de travail, les relations étaient très tendues et l'ambiance générale était très dégradée. Et puis Floriane elle-même, qui aurait préféré une autre solution, mais qui craint de retrouver, en revenant au travail, l'hostilité de Roberta et celle de l'équipe. Didier, le chef de l'agence, en fait, se plaint à la DRH et lui demande un soutien effectif. En fait, il voudrait des moyens supplémentaires pour compenser le mi-temps de Floriane, parce que voilà, il va y avoir une charge de travail que le mi-temps ne va pas compenser. Et puis, sur les raisons évoquées du conflit, il aimerait avoir une action pour pouvoir y voir plus clair sur les allégations de harcèlement, puisque dans l'absence de Floriane, la situation s'était un peu calmée, mais avec le retour de Floriane, évidemment, tout est réactivé. La DRH contacte l'ACT pour avoir à la fois son avis et une recommandation d'action. Alors là, je vais passer la parole à Claude. Donc, la situation. En fait, il y a un fort sentiment d'inquiétude individuelle et collectif. Donc, en fait, au départ, il y a un conflit interpersonnel qui est toujours présent, qui s'est enquisté. Mais dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, de transformation de métier. Il y a une polyvalence qui doit être intégrée.
Et évidemment, cette polyvalence et cette nouvelle façon de concevoir le métier de chargé de clientèle, eh bien, est une source de conflits de métier. Et tout ça est évidemment masqué par ce conflit interpersonnel. Si on regarde du point de vue des tentatives de solution, ce qui est en jeu. Alors, si on regarde du point de vue de Floriane, il y a à la fois une logique de croyance et de contrôle. Parce que Floriane, quand elle décide finalement de revenir, elle a la certitude qu'on cherche à se séparer d'elle. Alors, évidemment, par rapport à cette certitude, elle cherche à s'en protéger. Et en fait, ce qui va caractériser la structuration de son mode relationnel, ça va être de s'appuyer sur des actions et des communications qui vont être autour de ses droits, des règles et des procédures. Hein, autour de ses droits, eh bien voilà, elle va être en mi-temps thérapeutique, des règles et des procédures. Elle va investir tout ce qui peut la mettre dans une protection de droit. Et donc ça va être perçu par l'équipe comme une recherche de son propre intérêt contre l'intérêt général. Quand on regarde maintenant du point de vue de Roberta, il y a aussi une logique de croyance forte qui est présente parce que Roberta, elle, se sent victime d'une trahison impardonnable. Hein. Et ce qui est impardonnable, hein, c'est que Florian est inscrit sur son propre dossier d'évaluation qu'elle était harcelée par Roberta, ce qui est une tâche, vous voyez, qui reste dans les dossiers et qui atteint sa réputation. Et donc, à partir de là, quand Floriane va revenir, elle va se focaliser sur tout indice qui pourrait prouver l'intention de Floriane de lui nuire et d'agir selon ses intérêts personnels. Donc, tout va être bon pour focaliser l'attention et constater. Et à ce titre-là, à chaque fois, elle va attirer l'attention de l'équipe à la moindre occasion. Donc, par exemple, observer Floriane qui choisit ses propres dossiers sans se soucier des autres. Ça va être Floriane qui ose demander de partir un peu plus tôt, etc., etc. Donc, ça va, tout ça, être perçu par Floriane, hein, qui va voir cette attitude-là comme une preuve de plus, par ailleurs, qu'on cherche à se séparer d'elle. Donc, en fait, si on regarde à un niveau un peu plus large, les tentatives de solution de l'équipe, on va voir que ces tentatives de solution sont régies par une logique de croyance. C'est-à-dire, notamment, chacun soulage son malaise, hein, c'est difficile, on doit faire autant avec moins de moyens, on doit faire avec une personne qu'on juge tout à fait répréhensible. Et donc, chacun va soulager son malaise en le partageant avec les autres. Hein. On va parler de la trahison de Floriane. Et avec le temps, en plus, on finit aussi par partager ensemble que finalement, la direction, la hiérarchie n'a pas sanctionné Floriane d'aucune façon. On n'a pas porté justice auprès notamment de Roberta. Et donc, un consensus avec le temps se forge d'impuissance qui va évidemment contribuer à renforcer, mais à la fois le malaise individuel et le malaise collectif, avec au bout du compte la croyance d'être abandonné. Donc cette filiale, finalement, cette agence est livrée à son triste sort. Hein, la direction ne fait rien, on ne peut pas compter sur la hiérarchie. En fait, ce conflit interpersonnel, vous voyez, est d'une certaine manière devenu collectif. Donc, on peut voir que d'une certaine façon, Roberta se sent victime. Tout le monde est d'accord avec elle au niveau collectif. Et puis, d'autre part, vous voyez, on a Floriane qui, elle, est perçue comme extrêmement menaçante puisque on n'arrive pas finalement d'une certaine manière à contrer son pouvoir qui est d'être prise en charge par la médecine maintenant, son pouvoir d'être dans le bon usage de ses droits.
ce qu'elle sollicite et elle revendique à toute occasion. Et en fait, on est un peu, vous voyez, au-delà de ça, comme dans un conflit qu'on pourrait, comment dire, qu'on pourrait lire à la façon de David contre Goliath, sachant que Goliath n'est pas un seul personnage, Goliath est à la fois Roberta et finalement toute l'entreprise. Et de ça, hein, chacune est coincée dans sa position et ne peut plus s'en dégager. On a d'une certaine façon un bourreau et une victime, et elles sont prises dans ce piège qui va gêner toute la régulation et qui évidemment va perturber la confiance. Donc en fait, il y a une réelle difficulté à coopérer. Pour coopérer, il faudrait pouvoir négocier des choses sur le travail, ça devient impossible. Les relations sont guidées par une hostilité qui s'alimente en permanence et qui évidemment rend impossible le retour de la confiance au sein de l'équipe. On va voir comment justement il a fallu travailler sur la dynamique de la confiance. Et on pourrait dire en quelque sorte qu'il y a un accord tacite pathologique qu'il va falloir dévoiler et expliciter, puisque cet accord tacite, hein, le seul point d'accord, on pourrait dire, entre ces deux protagonistes, le bourreau et la victime, c'est que le bourreau ne peut pas sortir de son statut de bourreau, la victime ne peut pas sortir de sa position de victime, et finalement, on ne peut pas sortir de ça. Et ça va être toute la problématique et toute la difficulté de ce genre d'intervention. Parce que, vous voyez, si on n'explicite pas cet accord tacite, alors les gens, bien évidemment, voudront être sauvés, mais aucun intervenant n'arrivera à les sauver en utilisant des logiques de la raison, des logiques rationnelles, parce que là, c'est une croyance qui s'alimente et qui est particulièrement dysfonctionnelle. Donc maintenant, il y a aussi le rôle du management et les tentatives de solutions de Didier qui sont à observer, qui vont participer à cette difficulté-là. Didier, évidemment, est très anxieux et très en difficulté sur sa façon à être à la hauteur dans sa position de management. Et lui cherche à maintenir toutes les conditions propices à l'atteinte des objectifs de l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se joint à la plainte collective. Ça le soulage, ça lui permet de contenir les réactions des uns et des autres. Mais ce faisant, il participe à la croyance également qui se forge. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Eh bien, comme il est très anxieux, il est sur une logique de contrôle et en fait, il va avoir tendance à anticiper, à concevoir et à dicter des solutions à ses collaborateurs qui, face à des problèmes de travail, hein, par exemple d'organisation du travail, qu'ils soient présents ou pas, hein, il va sans arrêt donner des conduites. Et là, c'est important de voir qu'il y a un message implicite, c'est-à-dire que comme il anticipe beaucoup, finalement, il ne laisse pas les membres de son équipe être face à certaines difficultés. Et donc, du coup, c'est comme s'il les traitait finalement en incapables. La troisième chose qu'il fait, ça va être par ailleurs de développer une attitude sacrificielle pour compenser la faible production de ses collaborateurs. Donc, par exemple, si Floriane part plus tôt ou n'est pas là, ou si on pourrait dire que les dossiers ne sont pas suffisamment traités, parce que la coopération n'est pas bonne, bien finalement, il va faire à leur place et donc il va déployer un temps de présence et une opérationnalité très forte, mais ce faisant, comme il fait à la place, hein, ça participe de manière implicite à renforcer les conduites qu'on pourrait dire parfois individualistes de certains de ses membres. Donc, on peut dire que l'autorité qu'il incarne et pour laquelle il est en tant que manager, il doit faire un certain nombre de conduites et de décisions est particulièrement fragilisée. Et cette fragilité de l'autorité qu'il incarne, puisqu'aucune décision ne se prend qui puisse satisfaire les protagonistes, donc les membres de l'équipe, évidemment va participer à un sentiment d'inquiétude généralisée. L'inquiétude de l'équipe hein, d'être finalement abandonnée, peu soutenue, peu et
et évidemment de lui-même qui, à la longue, finit par se dire qu'il n'arrivera pas à maintenir un cap et à faire la preuve de sa capacité à faire autorité. Et donc, évidemment, ça participe à la difficulté de restaurer la coopération au sein de l'équipe. Donc, bien souvent, dans ce genre de situation, quand on parle d'un conflit interpersonnel qui ne se régule pas, à la longue, les gens finissent par remettre en cause leur propre hiérarchie, voire l'organisation, quand ça continue à s'enquister. Donc, je vais maintenant laisser la parole de nouveau à Olivier qui va vous présenter notre dispositif de problem solving. Olivier. Merci Claude. Alors, le dispositif d'intervention de problem solving qui a été mis en œuvre en fait pour cette intervention, nous avons commencé par faire un diagnostic opératoire avec les principaux acteurs en fait de la situation. Donc Didier, le directeur de l'agence, chacun des membres de l'équipe. Et nous avons aussi fait une restitution auprès de la DRH et de la direction générale, de la direction régionale et du directeur de l'agence pour pouvoir mettre en lumière tout ce qui est les enjeux principaux de ce conflit et notamment à travers l'analyse des tentatives de solutions que l'on remet à ce moment-là en perspective. Et à l'issue de ce diagnostic opératoire, eh bien, on recommande en fait des actions ciblées qui ont été de deux ordres en fait dans ce cas. Le premier était, comme l'a montré Claude tout à l'heure, d'agir auprès du directeur lui-même dont l'autorité était très affaiblie en fait, et donc qui a fait l'objet d'un accompagnement de 6 séances. Et puis un accompagnement de l'équipe qui associait à la fois les membres de l'équipe et le directeur lui-même dans une approche plus collective et qui s'est articulée entre des entretiens individuels, un pour chaque participant, et puis 3 journées d'intervention collective qui se sont réparties entre une journée de travail continue et puis 4 petites demi-journées espacées de quelques semaines pour pouvoir avancer toujours avec une logique de résolution de problèmes. Concrètement, alors sur la stratégie d'intervention, vous imaginez bien, comme l'a dit en préambule Grégoire, qu'il y a eu pas mal d'outils en fait qui ont été mis en œuvre et donc on ne va pas vous exposer évidemment l'ensemble de ce qui a été mis en œuvre, mais on a choisi de mettre en avant vraiment deux moments importants les deux actions, une plutôt sur l'individuel et l'autre plutôt sur le collectif, pour justement rétablir cette dynamique de confiance en fait. Donc dans un premier temps, l'idée était de pouvoir travailler directement sur la logique de croyance et avec justement des logiques non rationnelles, non ordinaires, on va dire. Et donc l'enjeu est de pouvoir vraiment ébranler la certitude que l'autre est un adversaire. Et là, je pense qu'il y avait un consensus pour dire que effectivement il y avait deux camps et deux camps qui n'arriveraient pas à envisager les conditions de la paix et de pouvoir ébranler cette certitude pour la faire émerger vers une certitude que l'autre peut aussi être un partenaire et avec un partenaire on peut collaborer mais on peut aussi traverser des conflits et notamment des conflits liés à l'activité de travail. Donc, pour pouvoir faire bouger en fait ces croyances, on leur a proposé de faire une expérience en fait. On vise de leur faire expérimenter une expérience émotionnelle corrective à travers un jeu de rôle en fait, qui s'appelle le dilemme du prisonnier et où chacun va être mis en situation de se responsabiliser en fait par rapport à la nature du conflit ou du manque de confiance pour pouvoir construire et envisager la paix. Et ce dilemme du prisonnier, dont on ne va pas vous détailler ici le mécanisme, fait expérimenter d'une certaine façon que pour créer la confiance, il faut faire le pari de la confiance. Et que faire le pari de la confiance, ça rend vulnérable en fait. Voilà. Donc ça, c'était une expérimentation. Et donc, collectivement, chacun expérimente finalement que l'enjeu
pour restaurer la confiance, c'est évidemment, il faut avoir confiance en l'autre, mais il faut aussi avoir confiance dans le fait que l'autre me fait confiance, en fait. Et ça va permettre, parvenir en fait à se considérer comme des partenaires. Alors, ça représente en fait pour chaque participant qui l'expérimente en groupe un recadrage très fort en fait sur la situation et sur les enjeux et surtout ça remet chacun face à sa responsabilité de qu'est-ce que je suis prêt à, à mettre en œuvre. Donc une fois que cette chose-là a été expérimentée en termes collectifs, en fait, on accompagne également cette intervention d'une prescription individuelle. Cette prescription individuelle, c'est la technique du comme si. Alors il y a tout ça, on ne va pas l'expliciter là, mais dans l'esprit, en fait, elle vise vraiment à une ouverture relationnelle en fait, hein, d'essayer de voir au-delà finalement de la difficulté que l'on rencontre et de mettre en pratique en fait, d'atteindre un tout petit objectif, de mettre en pratique comme si on allait faire quelque chose comme si on avait confiance en l'autre ou comme si l'autre pouvait avoir confiance en moi ou comme si finalement l'autre avait besoin de mon aide et de les projeter vers voilà, cette façon d'envisager les choses. Alors nous, ce que l'on vise ici, c'est des tout petits objectifs minimaux pour pouvoir déclencher une nouvelle perception de chacun, de la situation, et ensuite d'obtenir un effet boule de neige, en fait, pour que, à, la- à la lumière de ce qui peut être expérimenté de différent, les choses évoluent. Je repasse la parole à Claude sur la manière dont Oui, voilà, merci. le recteur a été. Merci Olivier. Oui, alors l'autre point qu'on a cherché à vous montrer, c'était ce qui a été fait sur l'autorité, en particulier auprès de Didier, qui évidemment joue un rôle aussi très important puisqu'il est le manager de proximité. Et donc l'idée, c'était justement qu'il puisse exercer une autorité de manière plus efficace. Alors, en fait, la première chose qu'on a visé, c'était qu'il puisse favoriser l'autonomie des membres de l'équipe. Alors, favoriser l'autonomie des membres de l'équipe, ça veut dire déjà déléguer. Leur déléguer un espace au sein duquel l'équipe va devoir faire face à des problèmes à régler. Donc, en l'occurrence, il y avait de grands désaccords sur la façon de se répartir les dossiers à traiter quotidiens. Et donc, plutôt que de trouver des solutions par lui-même, laisser finalement les membres de l'équipe face à voir comment ils pouvaient se mettre d'accord sur une répartition des dossiers. Évidemment, ça suppose dans un deuxième temps de contrôler, de savoir quel type d'accord ils ont réussi à trouver. Et par rapport à ces accords-là, si ces accords sont justes, si ces accords participent à mieux faire le travail, par exemple, et évidemment encourager tous les accords qui montrent qu'on arrive à coopérer, et puis apporter des éléments de correction dans le cas contraire. Mais apporter des éléments de correction, c'est-à-dire si on n'arrive pas à se mettre d'accord ou bien d'accord et qu'effectivement, finalement, on prend du retard sur le traitement des dossiers, ça veut dire que là, il s'agissait pour lui de donner des indications à ce moment-là, mais sans se substituer aux membres de son équipe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si il restait des dossiers à traiter, il n'était plus question pour lui de se substituer, c'est-à-dire de faire à leur place, hein, mais de donner uniquement des indications et de nouveau de se remettre dans une logique de délégation, de contrôle et de correction. Donc, l'enjeu, c'était évidemment d'obtenir un meilleur soutien
mais aussi un meilleur soutien en étant très attentif à sa façon aussi de se relationner à sa propre hiérarchie, donc c'est-à-dire au directeur régional. Donc de pouvoir montrer aussi à sa hiérarchie qu'il a besoin d'une aide opérationnelle ponctuelle, c'est-à-dire que pour l'instant l'équipe ne peut pas, n'est pas en mesure d'assumer le traitement de tous les dossiers et de voir et de demander, ce qu'il ne faisait pas puisqu'il faisait le pompier par lui-même, de demander un soutien temporaire qu'il a auprès de sa propre hiérarchie. Et puis évidemment, ce qu'il a commencé à faire en exerçant différemment son autorité, c'était d'obtenir de la part de ses collaborateurs, à travers des conduites plus coopératives, qui l'aidaient à mieux saisir son rôle dans son rôle de management justement pour pouvoir demander de l'aide ou pouvoir appuyer certaines directives. Alors, les effets qui ont été obtenus, hein, la coopération est réapparue, le climat social s'est apaisé. Les difficultés de travail ont pu faire l'objet de négociations, c'est-à-dire que ces personnes, et notamment sur la répartition des dossiers, c'était vraiment le point de focalisation de tout le monde, ont réussi à mettre des règles nouvelles et donc, ce faisant, à parler de travail, des difficultés de travail. Donc, l'équipe a pu proposer des solutions au directeur et a pu, en proposant des solutions au directeur, contribuer à faire évoluer les pratiques et l'organisation du travail et de faire émerger de nouvelles solutions ou de questionner de façon plus pertinente du point de vue vraiment opérationnel et s'était focalisé sur la répartition des dossiers à traiter. Évidemment, plus elles ont été focalisées sur les différents de travail, moins le conflit interpersonnel entre Floriane et Roberta était présent et s'est même dissous. C'est-à-dire que là, la technique du comme si aussi, comme l'a souligné Olivier, a été très aidante puisque ça a permis de commencer à remettre en place une spirale vertueuse de confiance et ce qui a évidemment permis d'ouvrir l'attitude interpersonnelle qui était complètement bloquée. Alors, les effets obtenus pour le directeur, hein, son autorité s'est renforcée aussi bien auprès de l'équipe que de sa hiérarchie. En fait, il laisse plus de place à l'équipe pour prendre des initiatives et obtient un meilleur soutien de son équipe. Il y a une meilleure contribution à l'évolution du métier. Encore faut-il le rappeler, on est dans une situation d'un métier, le métier de chargé de clientèle, on pourrait dire même le métier de la banque et l'assurance qui est en profonde mutation. Et donc, il bénéficie aussi pour une meilleure autorité du soutien de son équipe. Enfin, évidemment, il cesse de se substituer à ses collaborateurs pour corriger les manquements et ce faisant, eh bien, ça lui permet aussi de s'économiser sur un plan personnel. On avait quelqu'un qui était presque en situation de burn-out. Et puis, enfin, il retrouve une relation apaisée avec chacun de ses collaborateurs. Il se sent être beaucoup plus mieux pris en considération et les relations qu'il avec tous et chacun s'améliorent, se sont améliorées. Enfin, il mobilise mieux sa hiérarchie pour obtenir un soutien ad hoc. Il a réussi, sans être remis en question, évidemment, à avoir un soutien, et notamment à un moment donné, au niveau de la région, une solidarité s'est créée et d'autres bureaux ont pu traiter le retard des dossiers qui étaient présents. Alors, sur le plan de la méthodologie d'intervention, qu'est-ce qu'on a fait de manière plus générale quand on fait et quand on met en œuvre un modèle d'intervention de problem solving. D'abord, on commence à travailler la demande avec le commanditaire, ce qui permet d'identifier pour nous les ambivalences, les tentatives, ces fameuses tentatives de solutions dysfonctionnelles, et les résistances qui sont présentes, qui participent évidemment à ce que les relations et que la perception qu'on a de sa situation de travail se rigidifie. Et donc, du coup, ça nous permet de calibrer un dispositif d'intervention. Donc, la commande est clarifiée en amont.
D'autres éléments sont clés dans notre méthodologie d'intervention, c'est qu'il y a des moments stratégiques de restitution. Parce que ces moments-là sont des séances de travail. On va pouvoir impliquer d'autres acteurs qu'on pourrait dire les acteurs identifiés comme les acteurs problématiques et qui sont des acteurs clés de la situation pour les amener à jouer un rôle structurant. En particulier, l'implication d'une direction, hein, parce que bien souvent, la direction délègue auprès des ressources humaines euh, le traitement d'un dispositif pour établir, ou en tout cas pour solutionner une situation, mais du coup ne participe pas et ne se voit pas comme impliqué aussi et portant une responsabilité dans le problème qui est présent. Donc ces moments-là, ça leur permet de plus facilement les impliquer parce que les directions sont toujours très intéressées de savoir ce qui a permis d'apaiser des situations et donc c'est aussi l'occasion à ce moment-là de les mettre au travail pour mieux les responsabiliser dans ces situations-là qui sont très compliquées. Par ailleurs, notre dispositif permet de mélanger les niveaux hiérarchiques. Au cours de l'intervention collective, on a mélangé le directeur et son équipe, et ce qui permet à chacun de mieux prendre sa place. Et évidemment, ce mélange de niveaux hiérarchiques est aussi présent au cours des restitutions, puisqu'on mélange le commanditaire et une ligne hiérarchique plus ou moins importante en fonction des situations. Ensuite, dans nos méthodologies d'intervention, dans nos modalités, eh bien, on travaille en binôme. Inutile de vous dire que dans ce genre de situation, le conflit est de taille, donc le caractère émotionnel est très très fort et s'exprime très fortement. Et donc, ça nous permet d'être plus efficaces en situation de co-animation pour gérer ces dimensions émotionnelles et puis aussi pour gagner en efficacité sur une répartition des entretiens individuels et puis par ailleurs pour animer et faire en sorte que la dynamique de la restitution soit plus efficiente. Les points clés de notre intervention collective, c'est de pouvoir mettre en œuvre des actions convergentes, à la fois individuelles et collectives. On met en place des entretiens individuels avec, on va dire, des prescriptions individuelles, et puis on travaille en collectif pour pouvoir agir sur, on pourrait dire, l'évolution d'une norme consensuelle qui, à un moment donné, est contre-productif. Donc en fait, c'est un dispositif qui vise l'arrêt rapide des tentatives de solutions dysfonctionnelles qui s'expriment à la fois sur un plan individuel et collectif. Et ça permet de faire émerger beaucoup plus rapidement des actions alternatives efficientes. Donc, grosso modo, pour parler en termes de bénéfices de cette façon d'aborder l'intervention collective, on pourrait dire que le problem solving, dont on vous a présenté une petite partie, accélère le processus individuel de changement dans une dynamique collective. Ça facilite le changement souhaité et le développement des capacités personnelles. C'est sûr qu'il y a un enjeu pour l'entreprise. Si une équipe arrive à remettre de la confiance, à remettre de la coopération grâce aux moyens qui lui sont donnés, elle fait aussi l'expérience qu'on peut vivre des très très gros problèmes et qu'on peut rebâtir des relations et des relations fonctionnelles et opérationnelles, et que ça, c'est possible. Ça réduit par ailleurs le temps du changement global en le contextualisant socialement, puisqu'on agit également sur un groupe. Ça permet d'agir sur les résistances qui sont à la fois portées par le groupe, de cette norme sociale, vous voyez, qui fait que Roberta et quasiment l'entreprise se sont victimes d'une seule personne. Et ça permet d'orienter les comportements individuels vers des buts collectifs de changement. Parce qu'évidemment, quand à la fois individuellement, on arrive à se retrouver sa place dans le groupe et on participe, on se sent plus participer activement
à l'activité de travail, évidemment, c'est extrêmement bénéfique et c'est une belle expérience pour ces personnes-là et aussi pour nous, intervenants.